Bonjour François Gemène. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes chercheur en sciences politiques, rattaché à l'Université de Liège et enseignant à Sciences Po, et vous êtes aussi membre du GIEC et l'auteur de l'Atlas de l'Anthropocène. Alors, Tout à fait. on a le plaisir de vous retrouver depuis le centre du Berghem où vous intervenez dans le cadre des portes ouvertes à l'occasion de la fête de la science, mais je précise une chose quand même. Exactement, on a eu une conférence sur l'Anthropocène Ouais. il y a quelques instants au BRGM. Ah bon, vous avez pu bien réfléchir au thème. Alors, je précise quand même que vous n'y travaillez pas quand même au BRGM. Non, Voilà, moi je ne travaille pas au BRGM, je suis invité là-bas aujourd'hui. bien sûr. Alors, Mais vous voyez les locaux derrière moi avec les cuves impressionnantes qui servent notamment à la dépollution. effectivement, et on va en parler juste après avec un autre invité qui, lui, travaille au BRGM. Alors, dans cette Oui, émission, tout on à va fait. parler de l'Anthropocène et du coup, je voudrais quand même commencer par une question. Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition à vous de l'Anthropocène? Oui, l'Anthropocène, pour le dire simplement, c'est l'âge des humains, c'est-à-dire c'est le moment où nous réalisons l'amplitude de l'empreinte humaine à la surface de la Terre. C'est-à-dire qu'on a longtemps cru qu'on était en quelque sorte un peu de passage, qu'on était éphémère, et on se rend compte qu'en fait on a transformé la Terre durablement d'une manière qui va bien dépasser le cadre de notre existence. Et l'Anthropocène, c'est cette nouvelle époque géologique, ce moment où on réalise l'importance des transformations que nous avons causées à la Terre. D'accord. Et quels sont les principaux marqueurs de l'Anthropocène? Alors, bien sûr, le changement climatique, c'est un des principaux marqueurs. Beaucoup de gens s'imaginent encore que si on arrêtait demain toutes nos émissions de gaz à effet de serre, on pourrait revenir assez facilement au climat du passé, alors qu'en réalité, nous avons engagé un changement climatique qui est irréversible. Aujourd'hui, on peut en limiter les conséquences, mais on ne reviendra pas en arrière, il n'y aura pas de retour à la normale. Un autre marqueur, c'est évidemment l'extinction de la biodiversité. On est en train d'assister, selon beaucoup d'écologues, à une 6e extinction de masse de la biodiversité. Il y a également toute une série d'autres pollutions. En réalité, on essaie de conceptualiser ça sous forme de 9 limites planétaires, qui étaient en quelque sorte 9 indicateurs de pollution, 9 indicateurs de l'empreinte humaine sur la planète. Et on voit bien que ces 9 indicateurs sont autant de marqueurs de l'Anthropocène, qui est vraiment une époque où tout s'accélère. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'humanité a réellement pris conscience à la fois de sa vulnérabilité et aussi de son impact? Pas encore pleinement. Je pense qu'il y a évidemment quelque chose qui s'est produit ces dernières années dans nos sociétés occidentales, où nous avons pris conscience, je dirais, de l'ampleur des changements et des transformations que nous infligions à la planète. Je pense aussi que malheureusement, une série d'événements catastrophiques comme ceux qu'on a connus cet été ont participé de la prise de conscience de notre propre vulnérabilité. Mais le problème, c'est que cette prise de conscience, elle est très inégalement partagée à la surface de la Terre et qu'il y a encore aujourd'hui de très nombreuses populations qui sont pourtant en première ligne, notamment face aux impacts du changement climatique, qui restent mal informées de ces réalités. Et c'est aussi une fracture qui existe dans nos sociétés. On voit énormément de jeunes qui se mobilisent pour le climat. Aujourd'hui, il y avait encore des marches climat dans plusieurs endroits d'Europe, en Belgique notamment, mais on voit qu'une partie des jeunes aussi se sentent insuffisamment informés, se sentent insuffisamment concernés. Et donc j'aurais du mal à dire que c'est l'humanité dans son ensemble qui a pris conscience. Une partie de l'humanité, certainement, mais le travail reste long. D'accord. Alors, on parlait des facteurs, donc du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité. Est-ce qu'on assiste à une accélération de ces phénomènes? Le grand marqueur de l'Anthropocène, c'est précisément cette accélération, qui est presque une accélération subite. Et aujourd'hui, le gros enjeu que nous avons, c'est de savoir comment ralentir, comment freiner. On a l'impression qu'on est sur une sorte de machine qui s'emballe et qui accélère de plus en plus. Je vous donne un simple exemple. La concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui est responsable du changement climatique, se mesure en parties par million. Pendant tout l'Holocène, qui est l'époque géologique qui a précédé l'Anthropocène, qui a duré environ 12 000 ans, ce taux de concentration est resté assez stable, autour de 280 parties par million. Et puis, à partir de la révolution industrielle, ce taux a commencé à grimper en flèche. Quand je suis né en 1980, il était de 337 parties par million, et aujourd'hui, en 2021, nous approchons 420 parties par million. Et donc, on voit qu'on est véritablement sur une courbe qui fait comme ceci et qui va
accéléré subitement à partir de l'entrée dans l'Anthropocène. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. J'aurais pu donner des exemples similaires en matière de pollution ou de biodiversité. Vraiment, la grande caractéristique de cette époque, c'est l'accélération. Et le grand enjeu politique, c'est de savoir comment ralentir. D'accord. Alors justement, vous parlez de l'enjeu politique. Nous, on pointe souvent du doigt la responsabilité des citoyens et en même temps, on attend beaucoup de choses de la part des gouvernements. Alors, par quel bout il faut prendre le problème? Je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas opposer nos choix collectifs à nos actions individuelles. En ce qui concerne le changement climatique, on sait que nos actions individuelles peuvent représenter environ 25% de l'effort à accomplir si vraiment nous vivions tous comme Greta Thunberg. Si on ajoute les investissements qu'on peut faire individuellement, par exemple sur son logement, avec des panneaux solaires, des chaudières, etc., on peut arriver jusqu'à 45% de l'effort. Mais ça, c'est un scénario vraiment très, très optimiste qui demanderait à chacun de nous de faire des choix radicalement différents dans sa vie de tous les jours. Et donc, plus réalistement, on estime que la part individuelle de l'effort à accomplir, elle se monte à peu près à un cinquième ou un quart, 20 ou 25%. Ouais. Ça veut dire que le reste, ça doit être des choix collectifs qui doivent être posés par les gouvernements, évidemment, ou par les entreprises dans le cadre de politiques industrielles. C'est pour ça qu'une action très efficace contre le changement climatique, c'est l'action politique. Ce sont les mobilisations comme celle des jeunes dans les rues, parce que c'est celles-là qui vont déterminer nos choix collectifs. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce qui risque de créer une très grande désillusion, c'est si jamais nos choix individuels ne sont pas suivis de choix collectifs. Et ça risque de décourager les gens, de les démotiver s'ils ont l'impression que tout ce qu'ils entreprennent chez eux, dans leur vie de tous les jours, pour réduire leur empreinte carbone, s'ils ont l'impression que ça ne se traduit pas aussi par des décisions fortes de la part des gouvernements et des entreprises. Et donc, il y a une très forte responsabilité des gouvernements et des entreprises. Sans ces choix collectifs, nous n'y arriverons pas. D'accord. Et alors, qui seront les premiers impactés par les marqueurs de l'Anthropocène, comme le réchauffement climatique, par exemple? Globalement, partout dans le monde, ce seront les populations les plus vulnérables qui seront touchées les premières et les plus durement. Les plus vulnérables, ça veut dire les plus pauvres, mais aussi les moins instruites, les moins connectées, celles avec les réseaux les moins importants, celles dont les capacités de mobilité sont réduites, c'est aussi les plus âgés, les malades, et on voit que ces populations vont être plus durement touchées. C'est vrai à l'échelle internationale, où les populations qui habitent dans des pays pauvres et moins connectés seront plus touchées que les autres. C'est vrai aussi à l'échelle d'un pays, où les populations les plus vulnérables seront plus durement touchées. Par exemple, si on regarde les inondations qui ont eu lieu à New York la semaine dernière, on a vu que la majorité des personnes décédées, eh bien, elles étaient mortes dans leur appartement et que leur appartement était un appartement situé au sous-sol des immeubles qui ont été inondés beaucoup plus rapidement. Et ce sont évidemment les appartements qui sont les moins chers et qui sont donc uniquement accessibles aux populations moins favorisées. D'accord. Alors le changement climatique va aussi provoquer des mouvements de population, en tout cas des flux migratoires. Quelles seront Bien sûr, c'est déjà le cas aujourd'hui. Alors quelles seront les conséquences de ces migrations liées au climat, au changement du climatique? Aujourd'hui déjà, les impacts du changement climatique sont devenus un des premiers facteurs de migration et de déplacement de population dans le monde. Si je regarde les chiffres de l'année dernière, en 2020 par exemple, environ 30 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes liées à des facteurs climatiques, c'est-à-dire qu'on parle ici d'inondations, de sécheresse, d'ouragans ou d'incendies. 30 millions de personnes, c'est environ 3 fois plus que le nombre de personnes déplacées par des guerres ou par des violences au cours de l'année 2020. Et donc on voit bien l'importance aujourd'hui de ces déplacements. Et à ce chiffre de ceux et de celles qui sont déplacés par des catastrophes brutales, il faut ajouter aussi tous ceux et toutes celles qui sont déplacés par des dégradations plus lentes de leur environnement, par exemple la hausse du niveau des mers ou la dégradation des sols. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui des migrations très très importantes liées aux dégradations de l'environnement. Souvent, ce sont des migrations qui sont limitées aux frontières du pays dans lesquelles elles se produisent. En d'autres termes, les gens vont souvent chercher à fuir le dommage environnemental. Ils ne vont pas nécessairement chercher à fuir leur pays, ils vont simplement chercher à se mettre à l'abri. Et ça veut dire aussi que toute la charge de l'accueil et de la gestion de ces migrations repose sur le pays touché
qui est, comme on l'a dit souvent, un des pays parmi les plus pauvres de la planète. D'accord. Comment on devra s'adapter à tous ces changements et que vous avez dit irréversibles? J'ai envie de dire que prendre conscience de notre propre vulnérabilité, c'est sans doute la première étape, la condition nécessaire de l'adaptation. Et pendant très longtemps, on s'est cru complètement invulnérable, ce qui veut dire qu'on ne s'est pas préparé du tout. Et on a vu malheureusement les tragédies que ça a occasionné en Belgique et en Allemagne à l'occasion des inondations. Donc, première chose, prendre conscience de sa vulnérabilité. Et puis, il y aura toute une série d'aménagements à faire en termes d'infrastructures. Aménager, par exemple, le logement, se questionner sur l'endroit où on autorise encore les constructions. Il va falloir aussi remettre beaucoup de végétation, notamment dans les villes, mais également aux abords des villes, de manière à ce que les sols puissent davantage absorber l'excès de précipitations. Et puis, il va y avoir aussi des enjeux en termes de préparation des populations. Il va falloir, quelque part, apprendre à mieux évacuer. On a vu que la question de l'évacuation des populations, par exemple, c'était un sujet qui était tout à fait négligé. Et l'adaptation, ce n'est pas juste un truc pour les pays du Sud, c'est aussi une question vraiment pour les pays industrialisés. Alors bien sûr, ça va prendre divers visages. Dans les pays industrialisés, on va plutôt passer par des solutions d'infrastructure notamment. Dans les pays du Sud, on va plutôt passer par des adaptations des modes de vie. Mais c'est vraiment quelque chose qui va concerner tout le monde parce que ce que nous considérions jadis comme exceptionnel, eh bien, c'est en train de devenir la nouvelle normalité. D'accord. Alors, peut-être avant de se quitter, très rapidement, un petit mot d'espoir. Est-ce que vous avez un petit mot d'espoir à nous donner? Je dirais que si nous voulons pouvoir espérer à nouveau, paradoxalement, il faut abandonner l'espoir de pouvoir revenir au climat du passé. Et il faut intégrer le fait que nous avons engagé un changement qui était réversible. C'est le sens de l'Anthropocène. Nous sommes entrés dans une époque géologique nouvelle. Alors maintenant, la question, c'est de savoir quelles sont les cartes qui vont nous permettre de naviguer cette époque nouvelle. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a en termes de technologie, il y en a en termes d'adaptation, en termes aussi de sobriété et de résilience. Mais je crois vraiment que ce qui nous permettra de naviguer cette époque nouvelle, l'Anthropocène, c'est de pouvoir déployer notre action au-delà de nos frontières, que ces frontières soient des frontières géographiques ou générationnelles, de prendre conscience que, avant d'être membre d'une génération, avant d'être citoyen ou citoyenne d'un pays, nous faisons partie du vivant et que notre condition première que nous partageons avec l'ensemble du vivant, c'est d'être des terriens et des terriennes. Et je pense que c'est en retrouvant le sens de cette identité première, quelque part en prenant à nouveau conscience de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la totalité du vivant, que nous pourrons nous doter des cartes pour naviguer cette époque nouvelle, l'Anthropocène. Voilà, ça sera mon message d'espoir pour conclure.